récolter beaucoup d'informations, consulter des juristes et avocats, consulter notre service juridique pour avoir un peu l'heure juste. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de flou qui reste, mais c'est vraiment une journée, une rencontre aujourd'hui pour vous rassurer sur les premières étapes et que pour la suite, on va faire le chemin ensemble jusqu'en septembre 23, la deuxième échéance, puis la troisième et dernière échéance en septembre 2024. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions, puisque vos propres interrogations dans le concret vont nous permettre, nous, d'ajuster nos demandes quand on va aller retourner vers les avocats pour prévoir éventuellement des formations qui vont être peut-être payantes. Fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on ait la vue la plus claire sur ce qu'on peut vous apporter et ce qu'on peut aller chercher à l'avenir. On va faire ensemble un tour de cette loi et bien sûr, vous aurez accès à l'enregistrement et aux documents qui vont vous être signalés, y compris cette présentation qui est en train de tourner. Ok, c'est pas ça. Parfait. Donc, rapide historique sur la fameuse loi 25. Il s'agit en fait du projet de loi 64 qui a été adopté en septembre 2021 par l'Assemblée nationale. C'est un peu l'inverse de la loi 101 qui est en fait le chapitre 105 de la loi. C'est comme un choix de nomenclature qui est assez particulier. Mais en tout cas, on la retiendra comme la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Pardon, il faut que je continue à faire entrer les gens. Oui, bien sûr, on fera un tour de table avant de se quitter. Ça fera un grand plaisir de vous revoir tous après un grand été. Puis, je n'ai pas prévu plus qu'1 heure, mais on peut tout à fait déborder. J'ai probablement moins qu'1 heure de contenu, fait que ça nous fera grand plaisir. Le rôle pionnier du Québec. Le Québec est assez novateur en la matière. C'est la seule des provinces à avoir une loi sur les renseignements personnels à date. Le fédéral, on verra, a déjà eu des projets similaires. L'Europe a été très pionnière également avec la RGPD. Est-ce que je l'avais noté? La loi sur la protection des données personnelles en 2016. Puis, vous avez sans doute, si vous naviguez sur les sites Internet français ou européens en général, vu les changements entre 2015 et 2016, de l'apparition de tous les cookies, de toutes les choses que vous ne pouviez même plus, auxquelles vous ne pouviez plus accéder du fait de votre localisation hors Europe. Donc, on peut s'attendre à des bouleversements similaires au Québec, puis bientôt au Canada, puisque le Canada et chaque province devraient emboîter le pas. Donc, une loi qui prend en compte les évolutions technologiques, bien entendu, une loi de numérique qui veut encadrer des usages de plus en plus désordonnés des données, des renseignements personnels qui circulent sur tous les réseaux Internet, mais aussi les réseaux internes ou, mettons, l'Internet qui n'est pas l'Internet de surface. Et puis, une des difficultés à laquelle on fait aujourd'hui face en tant qu'OBNL, c'est que c'est une loi qui concerne les entreprises dont les OBNL, mais principalement les entreprises du secteur privé et les organismes publics. Il y a toujours un basculement qui est assez difficile à comprendre qu'est-ce qui s'applique, et notamment pour les archives historiques. Ça va jusque-là? N'hésitez pas à m'interrompre. Cadre de la loi, rapidement. Donc, l'objectif, c'est d'encadrer les pratiques de collecte, d'usage, de partage des renseignements personnels pour éviter les fuites, éviter les mésusages de ces renseignements et éviter surtout les impacts de ces fuites. Vous n'avez qu'à penser à toutes les histoires d'horreur de ces personnes qui se font voler leur identité et qui doivent après monter des dossiers considérables pour pouvoir avoir un emprunt bancaire ou un dossier de crédit qui a de l'allure. Qui est concerné? Tout le monde. C'est-à-dire que la loi vise explicitement les entreprises et les organismes publics, et il faut comprendre toutes les personnes qui recueillent des renseignements personnels, qui collectent, qui utilisent, qui transmettent des renseignements personnels. C'est certain que la loi a dans le collimateur les entreprises du secteur privé et les organismes publics, mais elle attire vraiment l'attention sur toutes les personnes morales qui vont collecter des données. Donc, tout organisme inscrit au registre des entreprises qui manipulent des données. Par exemple, ou que ce soit vous-même ou les tiers. Par exemple, si vous avez une page Facebook, vous collectez des données indirectement par un tiers. On y reviendra. Qu'est-ce que c'est les renseignements personnels? Bien sûr, encore une fois, la loi est floue, mais on peut se fier à la loi sur la loi canadienne, la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, qui précise qu'un renseignement personnel, c'est une donnée qui permet de rendre un individu identifiable.
une donnée qui, isolée ou combinée à plusieurs, permet d'identifier une personne. Par exemple, si je prends une capture d'écran de notre rencontre aujourd'hui, j'aurai les noms de monsieur Michel Fortin, j'aurai l'organisme d'appartenance de monsieur Ange Pasquini, j'aurai même les photographies qui pourraient rentrer dans les données biométriques des personnes qui sont présentes, qui ont allumé leur caméra. Donc, tout un jeu de données. On pourrait également rentrer les adresses courriels, les données de salaire de vos employés, la croyance religieuse, les données biométriques dont on en a parlé, numéro d'immatriculation, absolument tout ce qui peut permettre isolément, bien sûr, l'exemple le plus fort, c'est le numéro d'assurance sociale, ou en combinant plusieurs données, d'identifier une seule personne. Jean Bouchard, il y en a peut-être 3, mais Jean Bouchard qui habite à Albin, qui habite aux 3 rue de la Paix à Alma, il y en a peut-être un seul. Fait qu'on a une personne identifiable et toutes les données qui vont suivre vont être liées à cette personne précise. Et puis, dans l'univers numérique, les renseignements personnels peuvent aussi être des identifiants uniques. Par exemple, si vous naviguez sur Google sans être connecté à votre compte Google, Google va quand même vous créer un identifiant pour suivre votre activité, pour connaître comment dire, connaître les interfaces que vous visitez, les sites que vous visitez, l'heure, l'appareil de connexion, etc. Donc, toutes ces données qui peuvent être accumulées, qui peuvent constituer en fait un dossier sur une personne. Et puis, j'ajoute la notion de renseignement personnel sensible. C'est très important pour savoir si nous allons être soumis à des enjeux d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Renseignements personnels sensibles sont vraiment les renseignements uniques, comme des adresses IP, des numéros d'assurance sociale, des mots de passe, des identifiants uniques. Et puis, un des objectifs que vous allez voir avec cette loi, c'est bien sûr de faire le tour de qu'est-ce que nous, on collecte comme organisme en histoire qui entre dans cette catégorie de renseignements personnels. Et est-ce que ça vaut la peine de tout garder et combien de temps? Tout de suite, je vais ne pas répondre à l'enjeu des archives historiques. C'est sûr que les renseignements personnels, on peut tout à fait considérer qu'un état civil, des archives historiques contiennent des renseignements personnels. Et la grande difficulté avec cette loi et qui met dans l'impasse tous les juristes à date avec qui j'ai pu communiquer, c'est que à date, les archives historiques n'ont aucune mention nulle part. La loi elle-même, la loi 25 elle-même ne modifie pas la loi sur les archives historiques. La logique qui triomphe, c'est que tant que les archives que vous avez collectées sont utilisées pour le but pour lequel vous les avez collectées, c'est-à-dire la recherche historique, vous êtes toujours en conformité avec la loi. On reviendra avec la deuxième ligne, 2023-24. Il semble qu'il faille une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sommaire. Ça, c'est une question qu'on va suivre avec les articles 67.2 et 67.2.2.1 et 2.3 pour la communication des renseignements personnels sans consentement, qui est vraiment une grande difficulté avec cette loi. Puis même les archivistes eux-mêmes ont des difficultés. Je vous invite à prendre part le 29 septembre à cette rencontre des archivistes municipaux, groupe d'intérêt des archivistes municipaux, qui vont se pencher sur la question parce que la réponse est encore floue. S'il y a des changements avec les archives historiques, on est toujours dans la même logique. Ils ne s'appliqueront qu'en septembre 2023. Et comme je vous disais, on suit le dossier de proche, notamment sur la nécessité ou non d'une évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. Et encore, il y a quand même un espoir que les archives historiques ne soient pas trop dérangées si on se fie aux articles 65, 67 sur la communication des renseignements personnels sans obtenir le consentement de l'individu, notamment dans le cadre de recherche. Ça ne résout pas toute la question, puisque si vous êtes des organismes en histoire, vous avez des membres, vous avez des abonnés, vous avez des donateurs, vous avez une liste de renseignements personnels concernant des individus vivants et actifs avec lesquels il faut traiter. Voir la loi comme une occasion positive. Bien sûr, il y a l'enjeu de se conformer aux évolutions juridiques et technologiques.
mais aussi de mieux traiter les renseignements personnels que l'on collecte, c'est-à-dire d'être plus efficace dans les bases de données, dans les communications avec les membres, même dans la promotion. Ensuite, se prémunir contre les dangers de vol de données, parce qu'à partir du 22 septembre 2023, s'il y a une fuite de données qui est chez vous, vous êtes juridiquement responsable. Vous êtes responsable de ne pas avoir encadré les pratiques de vos données, de vos renseignements personnels. Et puis, un des points positifs, c'est que l'application est relativement simple, même avec l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Vous allez voir, c'est comme mon fantôme parce qu'il y a comme un flou qui plane par-dessus. Et surtout pour septembre 22, septembre 23, c'est de très courtes étapes à faire. Et si tout va bien, tout passe comme une lettre à la poste. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes parce qu'on envisage tout de suite le recours à des options de cybersécurité payantes, très lourdes, mais nos propres pratiques, dans la majorité des cas, doivent simplement être mises à jour et les questions techniques sont généralement prises en charge par les tiers auxquels vous faites affaire. Par exemple, si vous passez par une plateforme de dons comme nous avec Zephy, ça va être le prestataire ou les réseaux sociaux, ça va être les prestataires qui vont devoir s'ajuster. On ne demandera pas aux organismes à but non lucratif de revoir toute leur politique de confidentialité du jour au lendemain. OK. Donc, la loi 25, elle a été votée le 22 septembre 2021 à l'unanimité, et puis elle va s'appliquer de manière progressive. Donc, en dehors des préoccupations de tous les bouleversements que ça peut apporter, il faut prendre aussi en compte que le 22 septembre 2022, c'est encore une première étape, 23 une deuxième, et les pénalités ne commenceraient qu'en septembre 2023. Et septembre 2024, c'est comme un ajustement qui va finaliser la loi, mais on a le temps. On prend aujourd'hui cette séance justement pour anticiper un peu et ne pas se retrouver le 22 septembre 2023 avec une évaluation à faire si c'est le cas. Mais ça devrait être assez efficace. Je surveille le temps, c'est bon. Septembre 2023, donc dès le 22 septembre 2023, des exigences se mettent en place, notamment la désignation d'une personne responsable et le signalement des incidents. En septembre 2023, c'est le début des possibles sanctions et nouvelles exigences, dont le consentement manifeste et éclairé. Et le dernier point, en septembre 2024, c'est la portabilité qui est un peu un prolongement d'une certaine réappropriation de l'individu de ses renseignements personnels. C'est vraiment l'idée que ça fait trop longtemps que les renseignements courent partout sans que personne ne puisse les contrôler. Commençons avec dès jeudi, dans 2 jours. Le processus commence, que vous le vouliez ou non, avec la nomination d'une personne responsable de l'accès aux documents, et de la protection des renseignements personnels. Donc, c'est la personne, ou ça peut être un comité de personnes ou 2 personnes qui vont être en charge d'appliquer la loi, de mettre en place les politiques et les mesures adéquates qu'on verra plus tard. C'est aussi la personne qui va être la responsable de répondre aux demandes de la commission d'accès à l'information. Par défaut, c'est la personne avec la plus haute autorité. Donc, c'est le président du CA, à moins qu'il y ait une politique de délégation qui a été faite. Ou vous pouvez toujours remplir le formulaire de délégation, qui est un formulaire d'une seule page qui vous permet de déléguer, qui permet à la personne en plus haute autorité de déléguer ses tâches de renseignement personnel à un membre du personnel ou un comité ou un autre membre du conseil d'administration. Encore une fois, la délégation ne veut pas dire la déresponsabilisation. La personne à la plus haute autorité reste imputable si il y a des manquements relevés par la commission d'accès à l'information. Donc, un processus relativement simple, rien à faire à moins que vous ne vouliez attribuer une responsabilité à quelqu'un d'autre. Et le seul enjeu, c'est un enjeu de transparence. Donc, les entreprises devront publier sur leur site Internet les coordonnées de la personne responsable. Ou par un autre moyen, ça va être assez intéressant de voir comment la jurisprudence interprète la manière dont on peut rendre disponible cette information si on n'a pas de site Internet. Ça va jusque-là? Oui. Super. Donc, cette première étape, ça veut dire que la personne responsable a des responsabilités. Et
dont celle de signaler un incident de confidentialité. Qu'est-ce que c'est un incident de confidentialité? Vous avez la définition dans la loi 63.9. C'est un accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel, l'utilisation non autorisée par la loi d'un renseignement personnel ou la communication non autorisée. Accès, vol, fuite, mauvais usage, mésusage, que ce soit par accident ou par malveillance. À partir de septembre 22, la personne responsable est contrainte de signaler à la commission d'accès à l'information si un incident de confidentialité est connu. C'est-à-dire qu'on encourage dans ce cas-là les employés ou les bénévoles qui ont connaissance ou qui ont fait un mauvais usage ou qui savent qu'un membre du personnel ou des bénévoles a eu un usage abusif des données, de le signaler à la personne responsable qui elle-même doit le signaler à la commission d'accès à l'information. Par exemple, si vous avez perdu un disque dur avec des données personnelles ou s'il y a eu un accès à un infonuage, un serveur sur un infonuage que vous partagez, il y a un danger, donc là, vous êtes en devoir de le signaler. S'il y a eu des renseignements personnels qui ont été concernés, bien entendu. Et si vous estimez que l'impact est grand et qu'il pourrait être dangereux pour les personnes concernées, il est peut-être, donc la loi est encore floue sur ça, il est peut-être utile de le signaler aux personnes concernées. C'est-à-dire si la personne peut être en mesure de prendre des mesures pour réduire les impacts d'une perte de données, vous devez le signaler. La loi parle de signaler avec diligence, c'est un peu flou, contrairement à la loi en Europe qui parle de 3 jours, c'est énorme, c'est une habitude assez étonnante de ne pas préciser parce que c'est sûr qu'en 3 jours, la personne a le temps de tout changer au besoin si elle doit changer son numéro de sécurité sociale en France, mais la loi ne précise pas encore de délai. Je pense que la jurisprudence va y arriver tranquillement. Et en lien, donc, dans toutes les ressources que vous avez ici et que vous aurez dans le document joint, vous avez les étapes pour réagir en cas d'incident de sécurité. Et puis, donc, la personne responsable, s'il y a un incident, doit tenir un registre d'incidents de confidentialité. Qu'est-ce que ça contient? On le lit dans, cette fois, la Gazette officielle, une description des renseignements personnels visés, les circonstances, la date de l'incident, la date de la prise de connaissance de l'incident. Oui. Une estimation du préjudice, des impacts de l'incident, puis la date de transmission. Ça, c'est un registre que la commission d'accès à l'information pourrait vous demander pour faire le suivi de la manière dont vous suivez la loi. Les renseignements doivent être maintenus pendant une période minimale de 5 ans, 5 ans, pardon, 5 ans après la date de prise de connaissance de l'incident. C'est-à-dire que si tout va bien et que rien n'arrive, vous êtes tranquille jusqu'en 2023. Quelques exemples d'incidents de confidentialité qui pourraient arriver, la perte ou le vol, l'accès non autorisé malveillant. Donc, c'est à ça que sert justement une politique, ou en tout cas la mise en place, la formation avec vos équipes d'usage des renseignements personnels. Est-ce que c'est nécessaire que tous vos bénévoles aient accès à vos bases de données ou est-ce que vous devriez limiter cette tâche à une ou plusieurs personnes? Et puis là, je vous renvoie à la formation qu'on a fait sur l'encadrement, la gestion, le recrutement, l'encadrement des bénévoles, qui était très clair, notamment sur l'enjeu de bien définir les missions d'un bénévole pour contrôler ce qui est fait et évaluer la qualité d'un travail. La perte ou le vol d'un disque dur, donc ça, c'est certain que les sauvegardes sont un encadrement. Et vous avez probablement été contacté par Google si vous avez un drive sur leur compte pour mettre en place l'authentification à 2 facteurs, qui est une sécurité plus. Donc voilà ce qui nous attend dans les prochains jours. Rien à faire si tout va bien, une désignation de responsabilité si vous le souhaitez et une vigilance par rapport aux possibles pertes de renseignements personnels, aux possibles fuites, incidents de renseignements personnels. OK, 22 septembre, donc c'est en septembre que la charge devient peut-être plus lourde. Là, c'est encore vraiment mon incertitude et puis l'incertitude des archivistes eux-mêmes.
Le dossier est à suivre. Les sanctions administratives et pécuniaires peuvent débuter, notamment s'il y a des graves manquements, si vous refusez les demandes d'accès de la commission d'accès à l'information, ou si vous avez fait preuve de négligence en ne signalant pas les incidents les plus graves. Autre nouveauté pour 2023, c'est la rédaction de politiques de gestion des renseignements personnels par la personne responsable. Donc, vous avez un an pour vous préparer à revoir vos politiques de gestion des renseignements personnels. C'est certain que nous aussi, de notre côté, on va travailler à une espèce de canevas, une espèce de gabarit de ces politiques, d'autant plus que la loi est pour une fois encourageante parce qu'elle demande des politiques claires et simples. En gros, qui a accès à quel renseignement personnel, dans quel but? Qu'est-ce que vous collectez? Qui les manipule? Et combien de temps vous les conservez, par exemple? Puis ces politiques doivent être publiées. C'est encore une fois l'enjeu de la transparence. On doit connaître la personne responsable et on doit connaître ce que la personne responsable fait avec les renseignements personnels qui lui sont confiés. Quand vous dites publier, c'est à qui? La loi est encore floue sur ça, mais j'imagine qu'on va rester sur l'idée, si vous avez un site Internet, mettez-le sur le site Internet. À tout visiteur? Oui, c'est vraiment un enjeu de connaissance, de consentement clair, manifeste et éclairé. Il faut que les personnes qui visitent, à qui vous allez chercher des renseignements personnels, donc que ce soit sur place avec un formulaire d'adhésion ou en ligne avec votre page web, puissent trouver votre politique de gestion des renseignements personnels. Ça peut être dans les crédits, dans les mentions légales, pardon, mais ça doit être trouvable en des termes clairs et simples. OK. L'autre aspect, c'est une attention nouvelle, comme on le disait tout à l'heure, au consentement dans la collecte des renseignements personnels, qui doit être un consentement manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques, que ce soit en ligne ou en personne. En ligne, à la limite, en personne, c'est relativement simple. On va simplement mettre à jour nos formulaires d'inscription en ligne en étant bien clair sur pourquoi, à la table d'accueil, vous demandez à ce que la personne inscrive son courriel. Vous devez préciser que cette prise de renseignement personnel, elle est utilisée dans tel cadre, c'est-à-dire que le comité de collecte de fonds va vous contacter pour envoyer des documents promotionnels. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans cet environnement. Qu'est-ce que je veux dire, pardon. Tous les renseignements personnels que vous avez collectés à partir du 22 septembre 2023 devront être utilisés dans le but pour lequel vous les avez collectés. C'est-à-dire que si vous voulez, mettons, nous allons faire notre congrès en mai 2023 et nous allons probablement passer par une billetterie en ligne. À moins qu'on indique clairement que les courriels collectés vont être utilisés pour aller chercher des dons ou alors pour envoyer notre infolettre, on sera pris par le fait que la billetterie était vraiment les renseignements pris dans la billetterie ne doivent pas être sortis de ce cadre de billetterie. C'est aussi simple que ça, mais ça vous demande vraiment de penser votre collecte de données en avance ou de penser vos formulaires pour avoir une grande largesse de dire nous allons pouvoir utiliser les renseignements pour vous contacter à l'avenir, vous envoyer nos bulletins, etc. En ligne, donc comme je vous disais, on peut s'attendre à ce que les prestataires de vos sites web, de vos tiers s'ajustent. Ça a été le cas en Europe, vous l'avez probablement vu, notamment ça a été le cas aussi en Amérique du Nord avec les exigences de cookies, de mention de cookies. S'il y a des personnes qui gèrent elles-mêmes leur page web, c'est certain qu'un plugin de WordPress qui pourrait, si vous travaillez sur WordPress, qui pourrait être utile, c'est un plugin de Consent Management Platform. Puis ça, on est en train de voir avec notre service informatique à quel point c'est efficace. Mais c'est certain que la loi elle-même est toute récente, fait que la technique n'est même pas à jour. On attendra septembre 2023 pour avoir des bons résultats. Ça commence tout juste à bouillonner. C'est pour ça que c'est important de se rencontrer aujourd'hui pour prévoir tout ça. Donc, tout usage des renseignements personnels qui n'a pas été explicitement annoncé par vous et consenti par l'usager doit faire l'objet d'une nouvelle demande. Ça veut dire qu'on a un an pour revoir tous ces formulaires. Et puis, autre étape de septembre 2023 qui, elle, est plus spécifiquement propre au numérique, c'est le droit à la désindexation. Vous l'avez probablement déjà vu sur Google, s'il y a une décision de justice qui fait en sorte que
un résultat de recherche doit et peut être supprimé, il le sera. Donc, un individu pourra demander que des renseignements personnels qui apparaissent le concernent soient un individu pourra demander que des renseignements personnels le concernant qui apparaissent en ligne soient supprimés. On est vraiment en ligne. Certain que personne ne va vous demander d'aller dans vos bases de données papier ou vos feuilles cartonnées pour effacer des anciennes entrées. OK. Je vais parler donc de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. On est encore une fois sur le flou, mais je vous mets en garde parce que ça pourrait arriver, ou en tout cas, si on était vraiment, comment dire, zélé, c'est une bonne pratique. Elle existe déjà au fédéral. Je voudrais arriver directement à cette... oui. Donc, le fédéral a qu'est-ce que j'ai écrit? La loi sur la protection des renseignements personnels de 2010 au fédéral a déjà une espèce de grille d'évaluation. Devons-nous, oui ou non, faire un projet, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et une espèce de gabarit? Ça peut être très simple. Je retiens surtout que la réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en application de la présente loi, on est dans le texte de la loi 25 ici. Pardon, je vais revenir en arrière. Non, c'est pas en arrière. Non, OK. Donc, je lis le texte de loi 25. La réalisation d'une EVFP doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support. C'est certain que les EBNL n'ont pas de gros renseignements sensibles, à moins qu'on parle de renseignements d'employés. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a une sécurité plus grande à prendre. Donc, on verra comment les choses se confirment, probablement avec d'autres séances d'information à venir. Les entreprises et organismes publics ne pourront pas communiquer sans consentement des renseignements personnels, ne pourront pas collecter des renseignements personnels ou manipuler des renseignements personnels sans avoir procédé à une évaluation EFVP. Encore une fois, voyons le côté positif de la chose, c'est-à-dire qu'une évaluation permet de limiter les impacts, limiter les risques de fuite et limiter les impacts de ces fuites. Et vous met à l'abri des éventuels recours des individus ou de la commission d'accès à l'information, parce que vous aurez fait votre travail avec diligence. Donc, c'est ça. L'incertitude, c'est à quel point une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée s'applique aux archives historiques, s'applique aux OBNL à partir du moment où il n'y a pas de grandes modifications ou de nouvelles manières de collecter vos données. OK, je voulais avancer directement à la suivante. Donc, comment procéder à une évaluation? On va identifier les renseignements personnels, pardon, il manque un E, et notamment identifier si vous avez des renseignements personnels sensibles, identifier les moments d'interaction de ces renseignements personnels, c'est-à-dire comment vous les collectez, qui et comment vous les consultez, vous les manipulez, vous les traitez, comment vous les utilisez. Est-ce que c'est une utilisation qui est conforme au consentement de l'usager? Et comment vous les traitez, vous les sauvegardez? Est-ce que vous avez des données qui sont datées et que vous devriez avoir supprimées depuis plusieurs années? Est-ce que vous avez conservé des données bancaires après le traitement d'une transaction, par exemple? Il y a tout un enjeu à vérifier. Puis à partir de ces deux critères, renseignement et interaction, vous allez devoir évaluer les risques et les impacts. C'est certain que plus le renseignement moins le renseignement est sensible et moins de personnes y ont accès, le risque est faible ou inexistant. Et même si on considère qu'il y a un risque de fuite, si quelqu'un arrive à retrouver mon nom et prénom, le risque est quand même limité. Plus on va dans les données sensibles, plus on va dans le grand nombre d'accès, plus le risque est grand. Si quelqu'un a mon numéro de sécurité sociale, je serais un peu fâché. Mettons. OK. Et pour en finir avec les exigences, on est déjà en septembre 2024. On ajoute la notion de portabilité.
un individu va pouvoir vous demander les renseignements informatisés. C'est très important parce qu'on revient à l'idée qu'on reste dans les renseignements que vous avez déjà collectés. Il va vous demander les renseignements informatisés que vous avez sur lui et vous devez lui en fournir une copie lisible et intelligible, c'est-à-dire si votre base de données est complexe, vous allez devoir simplifier tout ça pour que ce soit compréhensible. C'est une étape de plus dans la transparence et un processus qui va probablement être précisé avec le temps, en respectant bien sûr les obligations précédentes. Si la personne vous demande d'être désindexé, ça rentre dans cet enjeu. Ok, c'est parfait. On arrive au terme du cheminement, donc les premières lueurs de notre loi 25 qui se lève à l'aube de notre jeudi. Les prochaines étapes, septembre 22, nommer ou déléguer la responsabilité et être vigilant par rapport aux incidents, avec probablement quelques réunions d'information auprès de vos bénévoles et membres et personnels pour s'assurer de qui fait quoi par rapport aux renseignements personnels. Et pour la suite, on peut juste se cheminer ensemble vers l'adoption de bonnes pratiques de collecte qui peuvent être aussi simples que faire le ménage dans vos bases de données. Aussi simple. Je sais que c'est compliqué puis que c'est généralement un chantier qui traîne. Revoir vos formulaires, former les équipes, redéfinir les tâches de vos bénévoles, leur supervision. C'est aussi 1 an pour avoir des bonnes pratiques numériques. Faites des sauvegardes, vérifiez qui a accès à vos données, qui a vos codes, par exemple, pour un serveur externe, pour de l'info-nuage. Pour les pages web, si vous en êtes le gestionnaire, intégrez la CMP, la plateforme de gestion du management, du consentement, pardon. Puis éventuellement, vous dotez d'outils contre les logiciels malveillants pour éviter les attaques et les vols de données. Mais on est encore dans vraiment des choses très basiques, dans le sens où il y a beaucoup d'antivirus gratuits et la plupart du temps, une mise à jour des logiciels gratuits que vous avez peut éviter les intrusions ou les rançons qui peuvent être faits avec les données et les renseignements personnels que vous collectez. Comme je vous le disais, on va suivre les développements de l'affaire, on va continuer à se renseigner. Je dirais qu'on est un peu d'avance par rapport aux gens qui travaillent dans le milieu, mais je voulais répondre aux enjeux, notamment sur le fait de vous rassurer pour l'année 2022. On est des gens responsables, vous travaillez dans le domaine des renseignements les plus précieux puisque ce sont ceux qui constituent vos fonds d'archives. Donc, vous savez très bien, avec la loi sur les archives, qu'il y a des enjeux de protection des renseignements personnels que vous appliquez déjà. Et les incidents qui pourraient arriver, la procédure est assez claire pour les signaler, pour les encadrer et pour limiter les dégâts. Toutes les ressources qui sont mentionnées, je vous les mettrai justement dans un drive qui va être limité d'accès. Et puis, on peut prendre les questions ou un tour de table. On va prendre les questions s'il y en a. Je vous invite à ouvrir les micros si vous êtes… Ok, ça marche. J'ouvre le feu. Oui, allez-y. Moi, j'ai 2 ou 3 petits trucs. Pour y avoir un peu été confronté, on a pensé à une mise en oubli aussi de certaines données personnelles. J'ai entendu 5 ans. Est-ce que c'est un chiffre correct? Ça dépend des données que vous collectez, mais par exemple, ça peut être aussi immédiat que les données transactionnelles, les données bancaires. Mettons, si vous faites un paiement par carte bleue, par téléphone, les données que vous avez devraient être supprimées aussitôt. Oui, mais là, ça concerne le trésorier, je lui en parlerai. Moi, je suis l'OMS, je collecte les données des membres, quelques données, quoi. Oui. Courriel, adresse personnelle, enfin, ici et là. Et donc, on a décidé dans la politique interne j'ai fait voter une résolution dernièrement pour 5 ans de mise en oubli. Je me demande si c'est correct, si c'est pas plus court. Ce que dit la loi, c'est vraiment les données, vous pouvez les utiliser pour l'usage que l'utilisateur a consenti. Donc, oui, théoriquement, oui. Des ex-membres qui ne cotisent plus depuis 5 ans, des gens décédés, des gens qui demandent à se désabonner. Enfin.
Ok, mais je note la question. Comme je vous disais, moi, je suis dans le flou autant que vous. Tout à Mais l'heure, vous avez dit que ça serait intéressant de faire des formulaires ou des politiques internes. Mhm. On est un club de 18, là, j'ai vu à peu près, peut-être il en manque encore, mais ça serait intéressant d'échanger entre nous ce qu'on fait déjà. Oui, oui, absolument. Pour avoir des politiques communes, Ok. Dernier point aussi, je me sens responsable en tant que OMS de collecter des données et de les Mhm. conserver. On a une assurance de responsabilité civile parce qu'on est des bénévoles, c'est bien gentil, mais bon, Mhm. s'il arrive quelque chose et ça fait frapper sur les doigts, est-ce qu'il y a des couvertures possibles? Je ne dis pas qu'il faut en profiter, mais Ça, c'est quelque chose que je dois vérifier avec notre assureur. Si vous êtes, oui, vous êtes eh à ben, on est notre. affilié via vous, Oui, oui, justement. Ça, oui, ce serait intéressant d'avoir une réponse parfait. Je vais parce qu'on vérifier ça. on va pas trouver des volontaires. Ça marche. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres, Monsieur Boisvert? François Boisvert, oui, j'aimerais savoir que vous Madame répétiez Boisvert. quand et sous quelle forme nous recevrons là, ce texte-là. Parce qu'évidemment, on n'a pas pu tout le voir comme il faut, on n'a pas pu tous le lire comme il faut parce qu'il y avait des parties Oui, oui. d'Internet qui disparaissaient. Sous quelle forme on va recevoir ça? Dans quelques minutes, en fait, quelques minutes après la fin de la séance, l'enregistrement complet du vidéo, de la captation vidéo de notre rencontre va être compilé. Je vais pouvoir glisser tout ça avec le document que vous visualisez à l'écran, plusieurs documents pour compléter la lecture dans un fichier sur le Google Drive de la Fédération auquel vous allez avoir accès. OK. Merci. Merci. Est-ce que dans ce Google Drive, on pourra